Comme ministre et comme député, il a beaucoup apporté au comté de Nicolet. Il a favorisé la venue de l'Institut de police, en plus de travailler à la création du parc industriel du centre du Québec à Bécancour. Monsieur Vincent, bonjour. Monsieur Vincent, vous avez fait vos premières armes en politique dès l'âge de 17 ans comme orateur aux élections de 1948. Comment vous êtes arrivé là? J'avais l'occasion de participer à plusieurs assemblées politiques avec mon père. Mon père est un friand des assemblées politiques, des discours politiques. Et je me souviens, à l'âge de 8 ans, 9 ans, je suis allé à Saint-Hyacinthe, à l'assemblée politique qui avait réuni M. Lapointe, M. Godbout, M. Cardin, et j'étais allé aussi à l'assemblée de M. Duplessis à Trois-Rivières, parce qu'à ce moment-là, mon père était libéral et ma mère, c'est-à-dire mon père était libéral au fédéral et Union nationale au provincial. Ça, je pense que c'est aussi connu de tout le monde. Donc, mon père, quand il était organisateur de paroisse pour Émery Fleury, le député de l'Union nationale, ils ont eu une rencontre, les organisateurs du comté, puis là, M. Fleury a demandé si vous connaissez quelqu'un qui peut s'adresser à nos réunions politiques, prendre la parole, donnez-moi les noms, puis quelqu'un va s'occuper de les contacter. Et c'est là que mon père a dit, bien, écoutez, j'ai un de mes fils qui est président de son collège, il a fait campagne, il a donné mon nom. Mais quelques jours après, j'ai reçu un téléphone pour me demander de participer à la première réunion, la première assemblée politique de M. Fleury, qui était une réunion préparatoire à la venue de M. Duplessis à Saint-Léonard-d'Asson, au terrain de l'exposition. Donc, j'ai participé. Et là, on m'a demandé d'aller parler tout de suite après M. Duplessis à Saint-Léonard, qui était pour ouvrir la campagne électorale de M. Fleury. Et je me suis exécuté comme j'ai pu, un jeune de 17 ans. Et j'étais bien content parce qu'il y avait des centaines de personnes qui ont applaudi, klaxonné les automobiles. Mais j'étais encore plus content le lendemain parce que ma mère, qui s'occupait du téléphone en campagne, a crié « Clément, t'as demandé au téléphone, Mademoiselle Cloutier. » Mademoiselle Cloutier, moi, ça ne me disait rien à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé au téléphone, c'est Mademoiselle Cloutier qui a répondu « Monsieur Vincent, M. Duplessis veut vous parler. » Bon, c'est correct. M. Duplessis veut me parler. Donc, M. Duplessis est arrivé au téléphone. Il dit « Bonjour, mon jeune, je t'ai écouté hier soir en retournant à Trois-Rivières, parce qu'il fallait qu'il traverse à Saint-Angèle, Trois-Rivières, et je t'ai écouté à la radio. » J'avais parlé tout de suite après lui. « Tu as bien fait ça, félicitations, continue. » Fait que c'était ça, mes débuts en politique comme orateur en 1948. Mais vous avez persisté déjà en 1956. Vous étiez très actif, pas seulement comme orateur. Est-ce qu'on vous avait déjà approché à ce moment-là pour devenir candidat? Non, on m'avait approché en 1957 au fédéral. Et j'avais refusé, parce que j'avais seulement 26 ans, 25 ans. J'avais refusé et M. Comtois avait été choisi à ce moment-là. On l'avait libéré ici à Québec. Il était gérant au Crédit agricole. Et c'était mon candidat. Donc, j'ai participé avec lui aux campagnes électorales de 1957 et avec Daniel Johnson, que je connaissais déjà depuis les élections de 1956. Mais en 1956, c'était une campagne électorale pour moi, là. J'ai participé, j'ai fait à peu près 5000 milles à travers le Québec pour aller dans les différents endroits pour prononcer la parole, faire des causeries, et souvent avec Daniel Johnson. Donc, on commençait à se connaître en 1956, puis ça s'est continué jusqu'en 1966. Et vous n'aviez pas le goût d'être candidat à ce moment-là? Non, non. Ça, je le disais, je le répétais souvent. Moi, j'aime faire de la politique, mais je ne veux pas être candidat, parce que j'avais déjà une famille assez nombreuse. Puis, sur le moment, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, M. Comtois, en
en 60, m'avait appelé chez lui pour me dire que M. Diefenbaker lui offrait d'être nommé sénateur, mais en autant qu'il trouverait un candidat qui pourrait le remplacer à une élection partielle. Il m'avait demandé, j'ai dit non, moi, demeurez à votre poste de ministre, moi, je ne suis pas intéressé. Présentement, j'ai ma ferme, j'ai un commerce, je travaille également comme représentant auprès des compagnies de Canada Packers. Donc, ça ne m'intéresse pas pour le moment, je veux mieux organiser ma vie. Pourtant, vous avez fait de la politique municipale pendant 2 ans comme maire de votre municipalité. Oui. Donc, j'étais en stage d'études à Montréal permanent au cours de l'hiver, au mois de janvier. À un moment donné, j'ai reçu un téléphone de Sainte-Perpétue, des organisateurs politiques, la mairie. Ils ont dit, c'est toi qu'on présente comme candidat. Tout de suite, moi, j'ai refusé, là. J'étais trop jeune, en 59, au mois de janvier. Écoute, j'avais 27 ans, puis j'ai dit non. Mais quand j'ai vu que la confiance existait tellement, j'ai accepté tout simplement pour aller voter. Les bulletins de présentation étaient faits. Fait que là, j'ai accepté d'être maire. C'était une belle expérience, mais ça m'a permis quand même de continuer à faire l'action sociale en allant dans chacune des paroisses de la région, même à l'extérieur. Je suis même allé à Montréal donner des conférences sur formation sociale, dans les séminaires. Puis, on était de plus en plus connus. Et c'est pour ça qu'à un certain moment donné, M. Johnson m'avait écrit une lettre, justement, je l'ai ici. Il a dit, député, maire aujourd'hui, député demain et ministre éventuellement avec moi à Québec. Lui, il savait où il voulait aller. Moi, je ne le savais pas à ce moment-là, mais je savais où il voulait aller. Fait que j'ai continué à m'occuper de politique en 60, 62, au provincial, et 62, bien, j'ai succombé à la tentation des autres, pas de la mienne, d'être candidat conservateur au niveau fédéral, et j'ai été le seul nouveau député conservateur élu au Québec en 1962. Qu'est-ce qui vous a incité à plonger en 62? Bien, c'était la confiance, encore une fois, des gens qui insistaient pour que je sois candidat. Tu es le seul qui peut nous représenter efficacement à Ottawa. Tu fais partie déjà de la Société canadienne du prêt agricole canadien. Tu connais l'agriculture. Tu as de l'expérience en agriculture. Tu es cultivateur toi-même. Tu serais le meilleur représentant du comté de Nicolette. Et effectivement, j'ai été élu avec une assez bonne majorité. Est-ce que vous avez été impressionné en entrant à la Chambre des communes? Bien, j'avais déjà plusieurs connaissances à la Chambre des communes pour avoir fréquenté les députés, tant au Québec qu'à Ottawa. Mais dès que je suis arrivé à la Chambre des communes, on m'a demandé de répondre à l'adresse au discours du trône. Et c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, d'après les journaux, j'ai fait sensation. Même en Chambre, il y avait là des créditistes, il y avait là des démocrates, des sociodémocrates, des NPD, il y avait des libéraux, des conservateurs. Et ce qui a fait plaisir, j'ai reçu des félicitations à peu près de tout le monde. C'est vrai qu'on félicite habituellement les premiers discours qu'on peut faire, mais j'ai reçu des félicitations de tout le monde. Et même après ça, c'est que quand il y avait des grandes réunions, soit à l'OTAN, au Commonwealth, les députés étaient invités par leur chef à aller les représenter le Canada, et on m'a choisi à quelques reprises. Mais à Ottawa, vous n'avez pas mis de temps à faire votre place. Est-ce qu'on vous a donné des responsabilités particulières? Oui, l'avant-dernière année que j'ai été à Ottawa, on m'avait nommé whip adjoint du Parti conservateur du Canada. Ça, c'était le siège tout de suite en arrière du chef, M. Diefenbaker, que j'admirais. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai toujours voulu promouvoir cette personne-là dans tous mes discours politiques, dans mon comté, et je pense que c'est ça qui m'a donné de la force, parce qu'en 1965, quand nous avons invité M. Diefenbaker à venir dans le comté de Nicolette, c'est à ce moment-là que dans tout le Canada, on a parlé du miracle de Sainte-Perpétue, où on disait même qu'il y avait 5000 personnes. Bon, supposons qu'il n'y en avait seulement que 3000, mais ça avait tellement bien organisé, ça semblait en avoir 5000. Et partout où nous sommes allés au Québec en 1965,
nous avons gagné les comtés. Et M. Diefenbaker, cette année-là, a gagné 9 comtés au Québec. Quelle relation vous aviez justement avec Diefenbaker? J'avais une très bonne relation avec lui. Moi, je l'ai toujours admiré, par exemple. D'abord, il était franc. Il disait ce qu'il voulait dire. Si on voulait le comprendre, on savait où il allait. Je pense que c'est important en politique. Est-ce qu'il a été un peu votre mentor en politique? Pas nécessairement. Non, parce que moi, en politique, là, il a été mon mentor sur un point, sur la question de la Charte des droits et libertés. Ça, j'avais bien aimé quand il est sorti cette charte-là en disant « Je suis un citoyen libre, je suis libre de pratiquer la religion que je veux, je suis libre de parler la langue que je veux, je suis libre de faire ce que je veux, je suis un citoyen très libre. » Ça, je l'avais admiré et j'ai utilisé ça tout le temps de mes campagnes électorales. Et en plus de ça, il avait des adversaires, d'accord, mais il nous enseignait, vous avez des amis au Parlement. Peu importe de quel côté qu'ils sont, ce sont des personnes comme vous qui veulent défendre les intérêts du pays. Et ça, je l'admirais de ce côté-là. Pourtant, malgré votre belle carrière qui commençait à Ottawa, les organisateurs de Daniel Johnson sont allés vous voir pour vous convaincre de vous présenter au Québec. C'était en 65-66. Quels arguments ils ont pris pour vous convaincre? Ah bien, d'abord, c'est entendu qu'en 65, élu à Ottawa avec 64 du vote populaire, c'était un immense gageux que je pouvais faire d'être candidat au niveau provincial. Mais j'étais tellement lié avec M. Johnson depuis les élections de 1948, 56. On se rencontrait, quand il venait à Ottawa, on se rencontrait. Quand je venais à Québec, on se rencontrait. Et là, M. Johnson, qui était un stratège extraordinaire, a rencontré mes organisateurs dans Nicolette. Puis ils ont dit, il faut absolument que Vincent décide de s'en venir avec moi à Québec. Je veux l'avoir comme ministre de l'Agriculture. Bon. Fait que mes organisateurs venaient à Ottawa, je les rencontrais les fins de semaine dans Nicolette. Même M. Daniel Johnson a courtisé mon père, qui était un politicien et qui aimait également Daniel Johnson. Il téléphonait quelquefois à mon épouse pour lui dire « Vous seriez beaucoup mieux à Québec, avec le nombre d'enfants que vous avez, 7 jeunes, là, en 66. C'est tout près, Québec, c'est moins loin qu'à Ottawa. Vous pourriez voyager ça facilement. » Et en fin de compte, à la toute dernière minute, surtout mon organisateur principal, qui était M. Herman Fournier de David-Louisville, un industriel, il m'a décidé définitivement à accepter de faire la gageure et d'embarquer au niveau provincial. Et même après l'élection de 66, j'ai rencontré, en arrivant à l'Assemblée nationale, j'ai rencontré M. Lesage. M. Lesage m'a dit « Tu salueras ton père », parce que M. Lesage était venu faire une élection fédérale en 1949. Puis il avait passé une nuit chez mon père. Mais mon père, cette fois-là, était conservateur au fédéral. On avait fait élire Renaud Jobdelaine de Nicolette. Fait que là, M. Lesage, il dit, vous, là, il dit, quand vous avez accepté d'être candidat au niveau provincial, quand Daniel Johnson a dit, vous êtes le futur ministre de l'Agriculture, il dit, ça nous a fait mal. Parce qu'il dit, dans les 13 comtés du centre du Québec, vous en avez gagné 12 sur 13. Il y a seulement que Bernard Pinard, mon cousin par alliance, qui a été élu. Fait qu'il dit, ça nous a fait très mal, ça, dans les comtés ruraux. Mais justement, la campagne électorale de 66, pour vous, est-ce qu'elle a été bien différente des précédentes? Et quel rôle qu'on vous avait confié, quelle sorte de stratégie vous avez fait pour l'emporter finalement? D'abord, M. Johnson avait dit et répété très souvent, nous aurons de gros candidats. Et quand il disait de gros candidats, lui, il parlait de candidats connus dans leur région, de candidats. Et je vais donner un exemple. Dr. Boivin, dans Dubuc. C'était assez corporant, d'accord, il était gros de ce côté-là, mais c'était un type très bien connu dans son comté, et c'était plus important pour les gens de Dubuc que le plus gros des candidats, point de vue prestige,
qui auraient habité Montréal. Donc, votaient facilement pour le docteur Dubuc. C'était la même chose chez nous. C'était la même chose chez Rémi Paul dans Masquinongé. C'était la même chose pour Yves Gabias dans Trois-Rivières. C'était la même chose pour d'autres dans d'autres comtés du Québec. Et c'est là que M. Johnson disait, je compte le nombre de sièges, puis quand j'aurai 56 députés, c'est-à-dire, voici 56, à ce moment-là, nous étions moins que ça, mais quand j'aurai obtenu tant de comtés, je prendrai le pouvoir. Mais ça ne voulait pas dire nécessairement le plus grand nombre de votes, parce que c'était voté par circonscription électorale. Et c'est ce qui est arrivé le soir des élections. Et ça a bien été durant la période électorale également. Là, M. Johnson marchait comme un militaire. Et j'avais déjà fait de l'armée. Il marchait comme un militaire, stratégie, tout le temps, vérifiait. Il avait demandé à M. Bertrand, M. Maz, M. Dauzois et moi d'accepter à chaque fois qu'il nous demanderait d'aller dans telle ou telle région, de ne pas poser de questions. C'est parce que lui, dans sa stratégie, c'est important que moi, je sois en Abitibi, que je sois dans Kamouraska, que je sois au Lac-Saint-Jean, tel soir. Lui, il voyait le lendemain avoir un résultat de cette assemblée-là, puis de nous corriger s'il y avait correction à faire. Et c'est ça qui a fait sa force. C'est que nous étions 4 ou 5, là, plus lui, qui était partout, dans tous les coins du Québec, et tous les journaux régionaux, les postes de radio, télévision régionale, parlaient de l'Union nationale. Puis il nous disait, nous, je veux que vous soyez couchés chez vous le soir. Ça vous l'a tout dit. Mais couchez chez vous le soir pour être là le lendemain matin. Pour que les gens vous voient dans vos comtés. Même si vous allez au Lac-Saint-Jean, même si vous allez en Abitibi, il faut que quelqu'un vous voie dans vos comtés. Et ça, c'est très important. Fait que moi, j'avais un jeune avocat qui m'accompagnait pendant la période électorale pour toutes sortes de choses, là. Bénévolement, d'ailleurs. Il voulait absolument connaître ce que c'était que la politique. Mais il trouvait curieux que le matin, j'arrêtais dans un restaurant, par exemple à Saint-Angèle, prendre un café. C'était 5 minutes. J'arrêtais à Bécancour, mettre de l'essence. J'arrêtais après ça à Gentilly pour manger une toast. Mais je ne comprends pas, M. Vincent. Il dit, tout le travail que vous avez pendant la période électorale, prenez pas le temps de manger. Un café à Saint-Angèle, prenez de l'essence à Bécancour, puis vous déjeunez à Gentilly. Oui, mais je dis, écoute, ils m'ont vu dans 3 paroisses aujourd'hui. À midi, je prends l'avion. Je m'en vais au Lac-Saint-Jean ce soir. Ça fait que le lendemain, moi, je reviens dans Nicolette. Et c'est ça que de faire de la politique. Oui, il dit, j'aurais jamais pensé que c'était ça. Bien, c'est ça, les gens nous ont vus. Autrement, les gens auraient dit, ah, regarde, Vincent est parti d'Ottawa, là, puis il s'occupe de nous autres, il ne voit plus dans le comté, puis il s'occupe des autres comtés de la province. Fait que tout le monde pensait que j'étais dans mon comté, puis maintenant, on entendait parler de moi au Lac-Saint-Jean. Donc, c'était difficile, d'accord. C'était une bonne campagne électorale, mais ça nous a permis quand même de voir comment la stratégie politique pouvait donner des résultats. Une fois au pouvoir, est-ce que vous avez considéré votre nomination au Conseil des ministres comme automatique? Bien, j'avais l'assurance qu'elle serait automatique. Mais moi, j'ai pris soin, tout de suite après l'élection, de rappeler M. Johnson, comme j'avais l'habitude de le faire, dire, écoute, Daniel, et c'était la dernière fois que je l'ai appelé Daniel, parce qu'avant ça, on se tutoyait, puis, écoute, Daniel, tu m'avais promis d'être ministre de l'Agriculture, tu n'es pas obligé de tenir cette promesse-là, je t'en tiendrai jamais rigueur, tu as quand même d'autres personnalités à l'intérieur du parti qui peuvent compléter ou remplir ce poste, vas-y allègrement, il n'y a aucun problème en ce qui me concerne. Il dit non, je ne te rappelle même pas la journée de la nomination des ministres, je veux que tu sois à Québec et tu vas prendre le portefeuille de l'agriculture, également responsable de l'ARDA, également responsable du Conseil d'orientation économique du Québec, puis également président de la raffinerie de sucre du Québec. Donc, la journée de la nomination, à sa demande, je me suis rendu à Québec et j'ai été assermenté à ces postes-là.
Quelle priorité vous vouliez réaliser en prenant ce ministère? Bien, en prenant le ministère de l'Agriculture, je voulais continuer cette modernisation. Tu sais, moi, je vais être franc, là, c'est qu'il y a eu une continuité au ministère de l'Agriculture, partant de M. Laurent Barré, M. Courcy, et M. Courcy-Mouat, M. Toupin par la suite. Il y a eu une continuité qui a toujours été excellente. Et là, on avait commencé, tu sais, dans les années 30, là, à faire une modernisation au ministère de l'Agriculture. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais d'abord m'assurer qu'on pouvait faire une décentralisation de l'administration au niveau de 12 régions au Québec. C'est ce qui a été fait. C'était d'aller chercher des médecins vétérinaires, des ingénieurs, des administrateurs, pour former même des avocats, pour former des équipes au niveau des régions multidisciplinaires, des équipes multidisciplinaires. Et la même chose au niveau de l'organisation du ministère. Mon sous-ministre était un administrateur. Mon principal sous-ministre associé conseiller était un économiste agronome. Nous avions un homme d'affaires. Nous avions également un médecin vétérinaire. Et ça fonctionnait. Puis on a voulu répandre ça au niveau des régions. Et en plus, au ministère de l'Agriculture, bien là, surtout, les choses qui m'intéressaient le plus, c'était d'arriver puis d'assurer la sécurité du revenu des agriculteurs. Vous savez, on envoyait le lait dans les usines laitières au Québec. Quand je suis arrivé là, bien, les usines laitières, il y avait plusieurs cultivateurs qui avaient perdu l'argent de leur paye de fromagerie pendant plusieurs mois parce qu'il n'y avait pas d'assurance. Et là, on a institué des assurances de bons de garantie pour les produits laitiers. On a institué l'assurance récolte. On est parti avec l'assurance des animaux de ferme pour en arriver avec une législation par M. Toupin quelque temps plus tard. Et on a voulu continuer avec l'assurance des revenus agricoles. Et c'est ça qui était la modernisation. Ensuite de ça, on parlait aussi de drainage souterrain. Bien, chaque année, le ministère de l'Agriculture remettait des sommes d'argent qu'il avait pour le drainage. On ne dépensait jamais le budget. Mais il fallait trouver qu'est-ce que c'est qui faisait défaut, là. Et on l'a trouvé. C'est que ceux qui travaillaient au ministère de l'Agriculture, les ingénieurs, faisaient des plans, mais les plans étaient insuffisants pour l'argent que nous avions. Il fallait aller chercher des firmes de l'extérieur qui ont travaillé temporairement au ministère de l'Agriculture, quelques mois par année, pour préparer des plans. Et là, nos budgets ont augmenté. Puis même quand M. Bertrand était premier ministre par la suite, on a fait des plans quinquennaux qui ont dépassé les objectifs. Et en dernier, nos terres, ce qu'on prêchait, doubler vos terres par l'intérieur des clôtures et non pas par l'extérieur. Et c'est ce qui est arrivé. Mais justement, votre expérience comme agriculteur et aussi votre passage au Crédit agricole, ça vous a aidé beaucoup dans votre travail de ministre? Oui, puis une autre chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est cette amitié que j'entretenais avec des députés de d'autres partis politiques. Et le plus bel exemple que je peux donner, c'est que Joe Green, qui est un avocat de l'Ontario, député de Renfrew, député libéral, était mon voisin de bureau. Et un jour, M. Green arrive à mon bureau, parce que j'étais vraiment le représentant agricole presque de tous les partis à la Chambre des communes. Quand vous siégez au Quand je siégeais à Ottawa. Il arrive à mon bureau un soir, il dit, écoute, un avocat Green, c'était son nom, et je voudrais qu'un cultivateur en industrie laitière m'aide à comprendre. Ben, je suis d'accord. Joe, on va prendre le mercredi soir, on ne siège pas, on va prendre le temps de jaser de ça. Ce qui m'a amené à un certain moment donné que Joe Green m'a même emmené dans son comté rencontrer des producteurs laitiers. Puis on tenait le même langage. On arrivait en chambre, on tenait le même langage. Et ça a été remarqué. Puis là, au mois de décembre, après les élections fédérales, M. Green est nommé ministre de l'Agriculture à Ottawa. Moi, au mois de juin, je suis nommé ministre de l'Agriculture au Québec. Et on connaissait tous les deux Bill Stewart, qui était ministre de l'Agriculture de l'Ontario. Et tous les trois,
on avait la même idée de remettre l'industrie laitière en premier plan, parce que c'était le principal revenu des agriculteurs de l'Ontario et du Québec. Et effectivement, moi, j'avais promis que le prix du lait au Québec devait atteindre un niveau de 4 $ le 100 livres de lait. M. Green l'avait promis aussi et Bill Stewart l'avait promis aussi. Et quand M. Green a annoncé à accepter notre politique à 3, là, il a annoncé à la Chambre des communes, au mois d'avril 1967, le prix minimum pour le lait serait de 4,42 $ le 100 livres. Et comme ministre de l'Agriculture, est-ce que vous voyez à ce moment-là venir la nécessité du zonage agricole qui est arrivé plus tard, finalement? Oui, d'ailleurs, on en parlait à ce moment-là. On en parlait à ce moment-là, mais c'était cette conciliation qui devait se faire entre de quelle façon aliéner les terres des agriculteurs. Parce que vous savez, c'est facile de dire, on se procure, c'est-à-dire on hypothèque les terres, les cultivateurs n'auront plus le droit de vendre leur terrain à qui que ce soit, sans passer par un tribunal du territoire, la protection du territoire agricole. Mais vous achetez un droit, que ce soit le gouvernement ou un autre, on achète un droit. Il fallait trouver un moyen pour convaincre les agriculteurs qu'ils étaient prêts à céder ce droit-là. Parce que c'est pas quand même intéressant, un agriculteur qui vit à proximité d'une ville, qui a une terre de 200, 300 acres, à qui on peut offrir, comme ça s'est fait avec l'aéroport de Mirabel, des 200 000 à 300 000 à ce moment-là, qui était beaucoup d'argent, puis dire le lendemain, vous n'êtes plus capable de la vendre parce que c'est zoné agricole. Je vais m'attarder quelques instants là-dessus. Quand il a été question de rendre obligatoire le français sur l'étiquetage bilingue, ben, tu as eu des gens qui ont voulu faire croire que c'était une phobie du français que nous avions. Je me souviens d'avoir eu des entrevues avec des journalistes de langue anglaise. On essayait de me faire dire que c'était seulement pour promouvoir le français. Je dis non. D'abord, partons du fait, là. La loyauté des ventes veut dire qu'on veut assurer à tous les consommateurs du Québec. Parce que vous savez que le ministère de l'Agriculture est responsable, pas seulement de l'agriculture, des consommateurs, des grands marchés, est responsable aussi souvent des restaurants pour la qualité des produits. Donc, on veut assurer que la grande majorité des Québécois, des dames québécoises ou des hommes québécois qui font l'épicerie, puissent savoir le contenu de ce qui est là. Puis avant ça, c'était seulement qu'en anglais. Tu sais, je sais pas, ça venait à des compagnies qui faisaient affaire avec les États-Unis, avec l'Ontario, avec les autres provinces. Mais nous, on a dit au Québec, là, il va falloir que ça soit en français. Ça n'empêche pas l'anglais, ça n'empêche pas le grec, ça n'empêche pas une autre langue. Mais il faut que le français soit obligatoire sur chacune des étiquettes. Et M. Johnson, quand on a présenté le règlement, qui est devenu force de loi, m'a dit, je vais avoir probablement des commentaires de M. Bourassa, je vais avoir des commentaires de M. Lévesque. Il dit, tu pourras les recevoir? Certainement, n'importe quand. Et je me souviens encore, M. Bourassa est venu au bureau, il m'a demandé en quoi ça tenait, cette loyauté des ventes. Je lui ai expliqué ce que c'était. M. Lévesque, la même chose. Et M. Lévesque, ça m'a surpris. M. Lévesque, il dit, c'est la première législation qui oblige l'usage du français au Québec, en 1967. C'est le ministère de l'Agriculture. On n'a pas fait de grand feu avec ça, mais ça a passé. Facilement. Je vous remercie, M. Vincent. Merci beaucoup, M. Barret.